Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à midi. Dans quelques instants, on reviendra sur le témoignage bouleversant du maire de L'Haÿ-les-Roses, qui était l'invité d'Apolline de Malherbe il y a quelques instants. Sa maison a été attaquée samedi soir. On s'interrogera aussi après une 6e nuit beaucoup plus calme. Les émeutes sont-elles pour autant terminées? Et puis, faut-il sanctionner les mineurs et leurs parents? La loi permet déjà de punir ce qu'on appelle le défaut d'éducation. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, adresse un message de fermeté aux familles impliquées dans les affrontements de ces derniers jours. On va donc faire le bilan de la nuit. Ça se calme, c'est très net sur le front des émeutes, mais la nuit a aussi été marquée par un drame. À Saint-Denis, un jeune pompier est mort alors qu'il luttait contre les flammes dans un parking. Alexandra Gonzalez, que s'est-il passé? Ça s'est passé à 3h du matin, donc dans la commune de Saint-Denis, un immeuble d'habitation avec un parking souterrain. Des pompiers interviennent après qu'un véhicule ait été incendié. Donc ils interviennent pour empêcher que le feu ne se propage, notamment aux habitations et aux habitants qui sont juste au-dessus. Et là, un pompier âgé de 24 ans va être retrouvé inanimé par ses collègues. Un pompier retrouvé mort. Il avait 24 ans, ça faisait un peu plus de 3 ans qu'il était engagé avec les pompiers. Et donc le ministre de l'Intérieur a annoncé cette tragédie ce matin. La mort de ce pompier est-elle directement liée aux émeutes de ces derniers jours et de la nuit? Il est trop tôt pour faire un lien avec les émeutes urbaines, tout simplement parce qu'il est trop tôt pour connaître le contexte de ce feu de véhicule. Forcément, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, avec plus de ces 5000 voitures brûlées, il pourrait être aisé de faire un lien direct, mais à ce stade, on ne sait pas s'il s'agit d'un incendie qui a été fait par des émeutiers, des personnes participant à ces violences urbaines ou non. Une enquête est en cours et dès que nous aurons les premiers éléments d'information, nous pourrons en parler à l'antenne. Alors revenons justement à ce qui s'est passé pour cette 6e nuit d'incident. Quels sont les tout derniers chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur? On est à 157 interpellations. C'est bien cela? Oui, 157, c'est le bilan qui a été donné. D'un premier temps, jusqu'à 1h du matin, on avait 78 interpellations. Et puis finalement, sur toute la nuit, 157. Alors, ça paraît beaucoup. Et en même temps, souvenez-vous, il y a 2 nuits seulement, on était à plus de 800 interpellations sur la nuit. Donc, ça traduit ce qui est décrit par tous les élus et les policiers, gendarmes à qui on a pu parler depuis ce matin, qui décrivent une nuit beaucoup plus calme dans toutes les communes de France, même s'il y a eu des incidents, mais dans une moindre mesure par rapport à ce que nous avons pu vivre, notamment dans la nuit de vendredi à samedi. L'intensité a été telle les nuits précédentes, surtout dans la nuit de jeudi à vendredi, et puis celle de vendredi à samedi, qu'en effet, lorsqu'on parle de 352 incendies sur la voie publique, ça paraît presque rien, ça existe quand même. 297 incendies de véhicules, selon le ministère. Un poste de police et une caserne de gendarmerie ont également été visés. En entendant cet homme raconter que sa famille a échappé à la mort, en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est ça la réalité. Ce qu'il décrit, c'est clairement une tentative d'assassinat. Il parle d'un cauchemar. C'est un cauchemar ce qu'il a vécu. Et l'entendre raconter sur la longueur, avec cette émotion qu'il a toujours au fond de lui, c'était absolument étonnant. Et les mots qu'il emploie, devraient tous nous faire réfléchir et réagir. Il parle de milices organisées, il parle d'état de siège, il parle d'assassins. Les mots sont extrêmement forts. Et je vais vous dire la vérité, je suis assez frappé en écoutant ce témoignage sur la longueur du décalage qu'il y a entre ce qu'il décrit, ce qui lui est arrivé, mais ce qui s'est globalement passé dans sa ville, et les réponses de politiques. On a eu des réponses extrêmement technocratiques, presque décalées par rapport à ce qu'il raconte. Ce qu'il raconte est inouï, on le souhaite à personne ce qu'il a vécu. Et du coup, en face, on a, allez, disons les mots, un chef de l'État, une première ministre, qui ont une réponse presque technocratique, décalée par rapport à l'expérience humaine ou inhumaine en l'occurrence qu'il a pu vivre. Il nous raconte, ce maire, qu'il a 7 policiers municipaux pour faire face à une horde de gens absolument déchaînés qui veulent tuer.
c'est les mots qu'il emploie. 7 policiers municipaux, un équipage de police nationale pour patrouiller pendant la ville et faire face à ces émeutiers, en réalité à ces voyous. Et je répète le mot, c'est lui qui l'emploie, des assassins, des gens qui ont tenté de tuer. Jean-Marie Villain est avec nous, maire de Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Bonjour. Vous êtes membre de l'AMF, l'Association des maires de France, et du bureau de l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. Merci d'être là. Abel Boyer est avec nous également, militant associatif et chef d'entreprise. Bonjour. Dans l'Oise. Bonjour. Vous êtes d'accord avec ce que dit Laurent Neumann? Au fond, on ne mesure peut-être pas assez ce qui s'est passé à La Haye-les-Roses? Ce qui est dramatique, c'est que tout ce que Vincent Jeanbrun a pu subir, et on sentait vraiment l'émotion dans ses paroles, c'est quelque chose qui était latent depuis très longtemps. Il y a beaucoup de maires qui subissent comme ça des petites menaces, des grosses menaces, des attaques au téléphone. La moitié de nos habitants ont notre numéro de téléphone pour venir pleurer sur un problème d'urbanisme ou autre. Mais ça m'est déjà arrivé de finir une soirée avec des élus à 19h après avoir fait le tour de la ville, des spots, du sport, de la culture, d'arriver devant la mairie pour les déposer, qui récupèrent leur véhicule, et d'avoir un véhicule qui nous suit, qui s'arrête, qui vient nous dire, et qui en fin de discussion, parce qu'il a eu un problème d'urbain, vient nous expliquer, mais de toute façon, monsieur le maire, vous inquiétez pas, je sais où vous habitez. Donc ça veut dire que, quelque part, c'est quelque chose de latent, qui existe. À un moment donné, on est dans une ville, vous savez, on n'est pas des superstars de la politique, tout le monde nous connaît. Donc tout le monde sait où j'habite à Viry. Et là, Vincent, ils sont passés dans un mode d'assassin, vraiment. On se dit qu'ils veulent aller tuer. Et ça devient dur parce qu'on essaye, jour après jour, de trouver des solutions pour les habitants politiques de la ville en particulier, parce qu'ils sont, eux, dans la plus grande difficulté. Dans le même temps, le bureau de poste, il ferme parce que finalement, il n'y a pas assez de monde, soi-disant, il n'y a pas assez de monde. Le distributeur automatique de billets, tout le monde s'en va, c'est la mairie qui paye. On a payé un distributeur de billets pour que les gens puissent au moins s'approvisionner en argent. Ça devient très, très difficile. Vraiment. Ouais. Quel est votre sentiment, vous, sur ce qui s'est passé? Je suis vraiment dans l'effroi. On peut rajouter aussi qu'on a affaire clairement à des criminels, n'ayons pas peur des mots. Quand on écoute le témoignage de monsieur Jeanbrun, il y a un détail aussi qui doit nous alerter, c'est-à-dire que lorsque le feu se déclenche, lorsque les jeunes ont vu que la lumière s'allumait à l'intérieur de la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au mortier. C'est ça qui a amené au témoignage de son fils qui parlait de lumière rouge un petit peu partout. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer et dont il est important de manifester le plein soutien à monsieur Jeanbrun et de rappeler à ces jeunes que là, on n'est plus du tout dans le combat pour la justice pour Naël. Là, on a dépassé des limites et même en tant qu'acteur de terrain, je n'ai pas la prétention d'être porte-parole, mais je pense que beaucoup pensent comme moi, on ne peut pas cautionner ce type d'action criminelle. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'injustice qu'il faut soi-même devenir injuste et criminel. On a atteint une sorte de climax, comme on dit, à La Haye-les-Roses, mais depuis le début de ces émeutes, plusieurs autres maires ont été pris pour cible Benjamin Dubois. Merci beaucoup, Benjamin Dubois. On va encore trouver des candidats pour être maire? Non mais je suis sérieux. Oui, moi aussi. C'est une vraie difficulté, c'est une inquiétude. Au-delà de l'inquiétude physique, parce que c'est un des éléments, mais c'est surtout sur la capacité. Est-ce qu'on aura toujours la capacité de pouvoir œuvrer pour les habitants? Parce que tout ça, c'est bien gentil, mais c'est pas non plus ça devient une vocation presque, j'allais dire. Mais c'est compliqué de se dire, à Viry, une école, on casse la fenêtre, on balance de l'essence partout, et on commence à mettre le feu au périscolaire. On dit, mais c'est pour eux, c'est pour les enfants, c'est pour les petits frères, les petites sœurs, ils ont besoin d'apprendre, de sortir. On a tous été choqués. Oui. Et il faut bien dire aussi un peu stupéfaits par ces images de certains bâtiments publics qui étaient pris pour cible. Comment vous l'expliquez, vous? Ben justement, c'est ça qui est inexplicable. On part d'un problème majeur, la disparition de ce jeune de 17 ans. Encore une fois, moi je porte pas ni de jugement sur lui, ni sur ce qui s'est fait. C'est une réalité qu'un jeune de 17 ans, il n'est pas là pour mourir, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un fait. Mais est-ce que quand on passe après sur aller fracasser des vitrines, aller mettre le feu, il y a plus de vengeance là. C'est quand on va voler, quand on voit le déferlement de haine et de violence et d'agression, on n'est plus du tout dans ce domaine-là. On est là dans les voyous, on est dans autre chose. Vraiment dans autre chose.
on est là quand même pour essayer d'apporter un mieux à nos populations, à nos habitants. Je pense que beaucoup en sont conscients. Et puis, peut-être qu'il y a cette minorité qui se dit que finalement, ça ne correspond pas exactement à leur envie, à leurs besoins, peut-être à leur business. Et c'est ça qui est dramatique. Encore une fois, on a beaucoup de chance parce que tous nos policiers, nos pompiers, nos policiers municipaux, les services de la ville, des agglos, des départements, on fait un travail là pendant 5 jours, mais qui est colossal quand on voit les dégâts qu'il y a à réparer, ne serait-ce que pour éviter d'avoir en permanence sous les yeux des habitants ces agressions, ces voitures brûlées, parce qu'il faut nettoyer tous les matins à 5 heures, tout le monde s'y remet pour être sûr que tout soit prêt, pour que les gens, quand ils sortent dehors, ils n'aient pas un sentiment d'être dans un schéma de guerre. Donc c'est ça. La seule chose, c'est que plus de respect de la police, plus de respect des pompiers, plus de respect des professeurs, plus de respect du coup maintenant des élus non plus, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas aller taper sur eux aussi. C'est difficile, il faut une réponse forte et puis il ne faut pas attendre la prochaine. Parce qu'à chaque fois on se dit on va faire des grands plans. Moi je me rappelle le plan Borloo qui a été balancé d'un revers de main comme ça, là où il y avait quand même quelqu'un qui a une vraie expérience de ces quartiers politiques de la ville, où vraiment toute cette éducation, et on a besoin de moyens pour donner une vraie chance à tout le monde. On se demande comment on va faire. Laurent. Oui, évidemment trop tôt pour dresser le bilan. D'abord, on n'est pas totalement sorti de ce qui est en train. On ne sait pas. Mais quand même, juste un chiffre pour avoir une idée de l'intensité. On fait toujours référence aux émeutes de 2005, qui avaient duré 3 semaines. 200 bâtiments avaient été brûlés ou dégradés pendant ces 3 semaines. En 5 jours, on est déjà à plus d'1 millier. En 5 jours, on est déjà à plus d'1 millier. Et il y a 15 ou 18 ans de cela, on ne s'attaquait pas à des maires. On ne s'attaquait pas à la famille d'élus locaux. On est passé et en violence et en intensité à quelque chose où il n'y a plus de référent. Faire référence à 2005 n'a plus aucun sens. Non. En 5 jours, ce qui s'est passé est parfaitement inédit et dit quelque chose. Et là où je rejoins ce que disait à l'instant monsieur le maire, c'est qu'il va falloir quand même qu'on tire un certain nombre de conclusions sur l'état des forces en présence et sur tout le travail qu'il va falloir reprendre quasiment à zéro dans ces fameux quartiers. Vous qui êtes au contact aussi de ces jeunes, comment est-ce que vous expliquez ce que l'on vit actuellement? Alors déjà, premièrement, je tiens à préciser que ça reste une minorité de jeunes qui se comportent de la sorte. Et cette minorité bruyante salit l'image de cette majorité silencieuse qui est scolarisée, qui travaille, qui affronte les difficultés au quotidien malgré l'image stigmatisante qu'une partie de la société peut avoir sur eux. Et c'est très important de le rappeler. Maintenant, l'image que je porte, effectivement, il faut remettre de l'humain. Il y a beaucoup de réponses technocratiques, il y a beaucoup de réponses grandiloquentes, il y a beaucoup de réponses financières qui ne gèrent pas le mal-être que certains de ces jeunes peuvent ressentir. Alors, on voit aussi qu'il y a une défiance de l'autorité. Tout ce qui représente l'autorité est balayé d'un revers de main. Et même au niveau des acteurs de terrain que nous sommes, même au niveau de certains grands frères ou grandes sœurs des quartiers, sont aussi confrontés à ce problème d'autorité. Nous avons un jeune de 15 ans aujourd'hui n'est pas un jeune de 15 ans d'il y a 10 ou 15 ans justement. Malheureusement, vous avez une frange de cette population qui est de plus en plus précoce dans la violence, dans la délinquance, dans la criminalité. Et je pense que Monsieur le Président de la République s'est trompé lorsqu'il a pointé les jeux vidéo. Non pas qu'il n'y ait pas des jeux qui soient violents, mais je pense que leur utilisation d'Internet fait peur. Nous, aujourd'hui, nous organisons beaucoup de modules que nous appelons des comportements numériques. Lorsque nous demandons à ces jeunes quels sont, pour reprendre leur expression, les trucs de fou qu'ils vont voir, même par curiosité, mais lorsque vous avez leurs réponses, les bras vous en tombent. La pornographie, c'est même devenu soft aujourd'hui. On parle de zoopornographie, on parle de vidéos de décapitation, on parle de mérophilie, on parle de vidéos de torture, on parle de vidéos de meurtre, on parle de live pédostream, c'est-à-dire des petites filles de 13, 14, 15 ans qui sont violées par des hommes de 40, 50, 60 ans. Les jeunes disent, il y a des trucs de fou sur les boucles Telegram. Voilà leur expérience. Et ils savent que ça les impacte. Donc vous voulez dire qu'il y a une sorte d'extrême violence qui se banalise. Bien sûr. Et Internet permet un accès à cette extrême violence où on voit que la réalité dépasse la fiction. Comment voulez-vous qu'un jeune puisse se structurer? Donc c'est pas complètement à côté de la plaque, ce que dit le président. Il n'est pas tout à fait dans la bonne cible, mais enfin il est quand même il a bien compris
Enfin, il y a des jeux qui sont dangereux, mais l'utilisation d'Internet l'est bien plus. Je peux vraiment vous l'assurer. Okay. On a affaire à quelque chose de dangereux. C'est une nuance importante. Voilà, avec des jeunes qui passent entre 8 à 10 heures par jour, c'est quand même dramatique. Alors, restez avec nous. Dans quelques instants, on va s'interroger sur le rôle des parents. C'est la grande question depuis le début de cette crise, depuis le début de ces émeutes. Est-ce qu'il faut davantage les sanctionner? À tout de suite. Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous serez à l'heure pour votre programme avec le prêt de véhicule. Beaucoup de jeunes, vous l'avez compris, de très jeunes même, des contrevenants, souvent mineurs. Et cette question qui monte, mais que font les parents? Benoît Gallaret, l'exécutif veut sanctionner les mineurs, mais aussi donc leurs parents. Ce chiffre que vous venez de citer, il est clé pour comprendre les tensions. Un tiers des interpellés à moins de 18 ans. Alors si eux ne risquent pas grand-chose pénalement, leurs familles sont montrées du doigt par l'exécutif tout entier. Les parents doivent tenir leurs gosses. Voilà ce que lâchait samedi le ministre de la Justice au lendemain d'une circulaire qui exigeait une réponse pénale ferme et systématique. Depuis, Alexandra nous le disait, le Bondi Bloc confirme les comparutions immédiates s'enchaînent à un rythme soutenu, pour ne pas dire inédit. Et au tribunal de Bobigny, par exemple, les sanctions qui pleuvent sont lourdes, très lourdes. Alors je n'ajoute pas, le garde des Sceaux avait prévenu, personne n'est à l'abri, même derrière une vidéo Snapchat supposée anonyme. On va péter les comptes, disait Dupond-Moretti toujours samedi, comprenait obtenir les adresses IP et remonter jusqu'aux auteurs des vidéos afin de les sanctionner. Alors certains applaudissent en ligne, d'autres comme l'Obs parlent d'une petite musique insupportable. Culpabiliser les classes populaires, un classique, c'est faire là, dit un internaute, l'impasse sur 40 ans d'échecs de nos politiques publiques, stigmatisant, sans aucun espoir de résultat. C'est une dinguerie, dit encore un autre, ces mêmes parents sont déjà complètement abandonnés par l'État. C'est pas en les réprimant et en les précarisant davantage qu'on va régler le problème. Après cette polémique qui monte, réponse du ministre ce matin, écoutez. Ceux qui poussent des cris d'orfraie n'ont pas entendu ce que j'ai dit, car j'ai dit bien sûr qu'il n'était pas question de rajouter de la misère à la misère. La maman qui travaille la nuit pour nourrir sa famille, il n'est pas question d'aller l'ennuyer. Mais ceux qui ont responsabilité peuvent, et c'est cela que j'ai dit, assurer l'autorité parentale et qui ne le font pas, soit par désinvolture, soit, et c'est pire, par intérêt, je pense qu'il faut quand même qu'on leur rappelle un certain nombre de choses. C'est une infraction qui est punie de 2 ans d'emprisonnement, de 30 000 € d'amende. Donc tout ça, il faut remettre, me semble-t-il, la pendule à l'heure. Oui, le garde des Sceaux martèle en effet depuis samedi que, contrairement à ce que beaucoup croient, les parents qui n'assument pas leurs responsabilités peuvent être condamnés. Pourtant, selon la loi, à la base en tout cas, personne ne saurait être condamné pour les méfaits de sa progéniture, sauf, car il y a un sauf, s'ils sont prouvés des manquements si graves qu'ils engagent, dit le Code civil, la santé ou la sécurité de l'enfant. Là, si le mineur est en danger, la responsabilité des parents est engagée et il risque en effet, c'est ce que rappelle donc le garde des Sceaux, de la prison ferme et une grosse amende. Ce n'est pas normal, insiste hier d'un tweet le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, que des enfants de 12 ans puissent être à 3 heures du matin, au cœur d'une ville, une barre de métal à la main. L'autorité des parents se doit d'être totale pour que cette situation cesse. En cela, les ministres et le porte-parole du gouvernement ne font que mettre en musique le coup de gueule du chef de l'État en personne. C'était dès vendredi, souvenez-vous. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux. Voilà pour la fermeté affichée, même si côté RN on réclame bien plus, suppression de l'excuse de minorité et suppression même des allocations familiales pour les parents de mineurs récidivistes. Viser les familles, voilà au contraire qui inspire à Jean-Luc Mélenchon un profond dégoût, tweet-il. Emmanuel Macron ne sait pas ce que vivent les parents, il n'a pas à parler comme ça, il méprise les gens, il ne les aime pas, il ne comprend pas la vie qu'ils ont. Et de nombreux internautes de confirmer en effet que les parents font déjà tout ce qu'ils peuvent. Alors sans aller jusqu'à une vidéo devenue virale où l'on voit un homme ramener celui qu'on imagine être son fils par l'oreille jusqu'au coffre de la voiture pour l'empêcher de se mêler aux échauffourées. La grand-mère de Naël, Alexandra le disait à l'instant, a appelé au calme et de nombreuses mobilisations de pères et de mères ont lieu dans les quartiers qu'on dit sensibles, Corbeil-Essonnes, Champigny-sur-Marne, Aulnay, Nanterre. Des parents s'organisent et patrouillent même parfois pour calmer les esprits. Les
les accusés, soupire donc Michael, un des plus likés. C'est vraiment tout faire pour ne pas parler de la réalité de ces quartiers. Une police en roue libre, dit-il, des services publics délabrés, une inflation qui mine les conditions de vie, des travailleurs ubérisés qui bossent comme des chiens. Ça laisse surtout entendre, regrette Thierry pour finir, qu'il ne se passera rien après. Merci beaucoup, Benoît Garet. Vous en pensez quoi, vous, monsieur le maire? Est-ce qu'en effet, ça existe dans la loi? Donc là, on n'a même pas besoin de changer la loi comme c'est le cas parfois. Là, c'est souvent le cas. Mais c'est souvent le cas, justement. La loi existe et malheureusement, elle n'est pas vraiment et vous iriez jusque-là appliquée. Je ne sais pas s'il faut supprimer les allocations familiales. Par contre, il faut absolument quand même... on parle souvent d'école des parents. Je sais que les associations le font assez souvent. On parle, et Vincent Jeanbrun en parlait tout à l'heure, des rappels à la loi. Ça m'arrive aussi très fréquemment, 3 ou 4 fois par an, de recevoir 5, 6 gamins qui ont fait des premières bêtises, qui sont pas des choses irrécupérables, pour essayer de leur expliquer pourquoi ça me dérange, pourquoi j'agis, pourquoi je vais les voir, pourquoi je les engueule. Parce qu'il suffit pas de les engueuler dans la rue. Il faut aussi leur expliquer que c'est leurs parents qui payent, c'est l'ensemble des gens qui en subissent les conséquences. Et ça marche. Parfois, ça marche. Ça marche pas à tous les coups. Hein. On n'est pas c'est pas une solution miracle, mais parfois ça marche. Ça, il faut le faire. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est quand même qu'il ne faut pas avoir un double langage. Mais Jean-Luc Mélenchon est bien gentil de rejeter à son tour de l'huile sur le feu. Mais quand on entend une candidate au sénatorial dire quand même que la République s'est formée sur les émeutiers et en fracassant des bâtiments publics, comment des enfants qui sont en train déjà, ou des jeunes ados qui sont en train déjà de mettre le feu au quartier, comment ils vont l'entendre ça? Comme quoi, bah oui, un sénateur, il peut dire des choses pareilles. Il faut aussi être raisonnable dans ses mots. Je pense que d'ailleurs, le garde des Sceaux doit aussi faire attention. Même si sur le fond de ce qu'il dit, je suis plutôt d'accord. Je pense que l'utilisation des mots un peu violents, un peu Jones, ça a une limite qui est, à mon avis, déraisonnable. Il y a la limite et puis il y a toujours l'aspect de communiquer à travers le prisme de la sanction et on oublie la prévention. Comme vous l'avez évoqué, il y a l'aspect de l'école des parents. Beaucoup d'associations font ça, même sans aller jusqu'à des écoles, faire des rencontres entre des parents qui réussissent dans leur éducation et des parents qui sont en difficulté. Parce qu'il est important de rappeler qu'il n'y a pas que des mauvais parents qui voient leurs enfants malheureusement sombrer dans la délinquance. Vous avez des parents qui sont responsables et le risque d'être dans le tout sanction, c'est de punir des parents qui font leur travail, qui sont responsables et qui malheureusement, parce que la réalité des quartiers, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on croit. Il y a l'effet de masse, il y a l'effet de groupe. On sait très bien que ces jeunes, lorsqu'on les prend tout seuls, ce n'est pas du tout la même chose que lorsqu'ils sont en bande avec leurs copains. Donc nous devons faire attention à traiter l'humain avec le plus de justesse possible. Oui. Laurent Neumann, c'est un débat de circonstances où il faut avoir le courage de l'avoir, ce débat. D'abord, pardon, mais c'est la réhabilitation du clivage droite-gauche. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon dire c'est un scandale de pénaliser les parents, de les montrer du doigt, on est bien... Vous vous souvenez quand en 2021 on a voté un nouveau code pénal des mineurs. Oui. Dans ce code pénal des mineurs, il était prévu que pour des mineurs, on pouvait avoir des travaux d'intérêt général, des mesures éducatives, même des interdictions de sortir le soir, des interdictions de paraître, mais appliquées à des mineurs. C'est en gros couvre-feu, à partir de telle heure, vous ne pouvez plus sortir. Et à l'époque, on ne s'en souvient pas, mais à l'époque, il y avait déjà eu un énorme débat politique en disant « mais vous vous rendez compte, des mesures aussi sévères pour les mineurs ». Le vrai problème, c'est que, vous l'avez dit Bruce, tout est dans la loi. Tout est dans la loi. Cette loi, elle n'est pas appliquée. Pardon, mais l'obligation parentale, 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Si vous me trouvez un parent qui a déjà été condamné à 2 ans de prison parce que son gamin a fait des bêtises ou qu'il était dehors, amenez-le parce que ça n'existe pas. Ça n'est jamais appliqué. Pour une raison très simple, c'est une double peine. C'est une double peine. La plupart du temps, les parents qui ne peuvent pas assurer leur obligation parentale, ça a déjà été dit, mais c'est la maman qui élève 2 ou 3 enfants seule, qui travaille la nuit, qui cumule 2 emplois, qui ne peut pas surveiller son gamin de 10, 12, 13, 14 ans la nuit pendant qu'elle travaille ou parce qu'elle se lève à 4 heures du matin. Donc c'est ça la réalité de ces parents. Donc appliquer une obligation parentale et condamner pénalement des parents, dans les faits, ça existe, c'est inscrit dans le code pénal, mais en réalité, ça n'est que très peu appliqué parce que malheureusement, la réalité se heurte à ce genre de punition. Jean-Marie Villain. Il faut aussi se dire que tout cet arsenal juridique doit aussi être accompagné. Et
en amont, on doit aussi essayer de trouver des solutions qui soient intermédiaires. On parlait tout à l'heure de l'école des parents. Effectivement, je parlais d'école de parents entre guillemets. Les associations le font très bien. La ville l'a fait, la MJC le fait. On pratique aussi. On fait ces rappels à la loi que je fais dans le bureau du maire. Mais on fait aussi, par exemple, lorsqu'un gamin est exclu de son établissement scolaire, plutôt que de se dire on le renvoie chez ses parents qui très souvent travaillent, donc risque de se retrouver dans la rue. On a des accords et des protocoles pour que ce gamin soit accueilli dans une structure municipale, que ce soit dans les serres, dans les CTM ou bien alors dans les maisons dans les résidences autonomie, de façon à ce qu'ils aient une occupation pendant ces 4-5 jours, mais qu'ils aient une occupation qui soit valorisante aussi. C'est pas la question, c'est pas de dégrader l'image qu'ils puissent avoir d'eux-mêmes. Au contraire, il faut leur donner l'occasion de rendre service. Alors on parlait des tiges, c'est pareil. Il faut absolument que ces travaux d'intérêt généraux, les maires s'en imprègnent le plus possible, parce que ça aussi, c'est une façon de réparer. J'aimerais avoir votre sentiment aussi sur quelque chose qui peut étonner, ou pas d'ailleurs. 2 cagnottes ont été ouvertes depuis la mort du jeune Naël. Il y en a une pour soutenir la maman de ce garçon de 17 ans qui a été tué, qui a recueilli 147 000 €, et l'autre pour le policier, qui est quand même mis en examen pour homicide volontaire, et qui a reçu 800 000 €. Pierre Barbin. Des dons allant de 5 à 3 000 € effectués par plus de 40 000 personnes. La cagnotte en soutien à la famille du policier bat tous les records. Son montant dépasse aujourd'hui les 820 000 €. L'objectif initial était de récolter 50 000 €. Dès lors qu'on a un policier qui est mis en cause ou qui est victime, en fait, il doit se débrouiller tout seul. Et donc, c'est le système D. Et c'est pour ça qu'il y a des cagnottes spontanément d'autres collègues, d'amicales, qui se mettent en route et qui sont là pour aider la famille, en fait. Une cagnotte créée par le militant d'extrême droite Jean Messia pour aider les proches du policier de Nanterre, qui, selon lui, a fait son travail et paie aujourd'hui le prix fort. Un soutien financier polémique. Certains le jugent malvenu. C'est insultant pour la famille de Naël. Ça ne fait que rajouter de la haine là où il y en a déjà suffisamment. Et je pense que c'est totalement inapproprié. En tout cas, politiquement, c'est zéro. Dans le même temps, une autre cagnotte, celle en soutien à la maman de Naël, ne récolte que 147 000 € à peine. Un écart qui embarrasse, y compris le préfet de police de Paris. Honnêtement, je n'ai pas de commentaire à faire, je ne nuancerai pas le mot choqué, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Franchement, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Une deuxième cagnotte, lancée par les motards des Hauts-de-Seine en soutien à la famille du policier, récolte pour le moment plus de 53 000 €. Jean-Marie Villain. Mais écoutez, je préférerais qu'on parle d'une troisième cagnotte qui est bien plus importante à mon sens. C'est celle de cette association qui a un bus qui travaille sur la prévention des problèmes cardiaques pour les femmes, qui a été totalement détruit à l'occasion de ces émeutes et qui a besoin, je crois, de 200 000 € à peu près pour reconstituer l'ensemble du matériel. Et je pense que soigner les femmes qui ont des problèmes cardiaques, ça serait peut-être aussi important. Bien. Un commentaire sur Vous avez raison, mais il y a quand même une indécence et nous voyons que ces 2 cagnottes représentent 2 camps quelque part qui ne réalisent pas qui représentent la France, et il y a des clivages et c'est vraiment dommage. On pense au deuil de la famille de Naël, on pense aussi à la femme du policier et à son enfant qui ont eu leur vie bouleversée, qui se sont retrouvés menacés de mort. Or, ce n'est pas l'épouse de ce policier qui a braqué l'arme et qui a appuyé sur la gâchette. Donc il faut faire attention, il faut quand même respecter ce temps de deuil, avoir de la pudeur, avoir de la sagesse et de la retenue et se prémunir de toute tentative de récupération politique. Merci beaucoup à tous les trois. Dans quelques instants, suite du live, on reviendra évidemment sur cette nuit beaucoup plus calme. Est-ce pour autant la fin de ces émeutes? À tout de suite. Bonjour, les températures vont continuer de grimper sur la moitié nord et la